Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Plateforme 10, bienvenue au MUDAC, bienvenue sur ce plateau expérimental des archives du design roman. Un projet qui a été pensé par Marco Costantini, notre directeur, avec Diane Maikler ici présente. Et l'idée n'est pas de présenter les archives, mais plutôt de se demander comment est-ce qu'on va archiver le design roman demain. Et donc au-delà des objets qui sont présentés, c'est plutôt un lieu pour se poser des questions, pour poser des questions, et c'est le rôle aujourd'hui d'Alexandra Midal d'introduire cette grande réflexion en 6 temps, si je ne me trompe pas, avec une question basique, qu'est-ce que le design ? Petit défi quand même, petit défi. Donc Alexandra Midal, je ne sais pas si on le présente encore, mais... Oh ben si, on ne se connaît pas. Donc éminente historienne et théoricienne du design, commissaire d'exposition. Elle est professeure à la Haine. Elle est commissaire de la prochaine biennale de Ljubljana, la plus ancienne biennale. Et nous avons l'honneur de la recevoir aujourd'hui pour cette conférence introductive en 2 temps, si je ne me trompe pas. Cette semaine autour de la définition du design, s'il y a une définition et si elle ne se renouvelle pas tout le temps. Et ça y est, il a tout fait, en fait, c'est bon. Et une la semaine prochaine autour du rôle du musée dans cette discipline. Alexandra, l'espace est à toi. Merci, c'est bon, j'ai un micro. Enfin, j'ai pas besoin de micro, je pense. Je parle, ça va. Merci Scott, merci Diane, merci Vanté, merci de m'inviter ici. Je suis très honorée, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de conférence au MUDAC. Très très longtemps, et d'ailleurs je me suis beaucoup amusée en découvrant que quand j'avais fait ça, il y a peut-être 16 ans, c'était sur le même sujet. Mais l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc, merci d'être là. Si jamais je parle trop vite, vous me faites des signes. J'ai un peu tendance à aller très très vite, à m'emporter quand je commence à raconter des choses. Et en plus, comme c'est un gros morceau, il y a beaucoup de choses à dire et je n'ai pas voulu couper dans le contenu. Donc, si à un moment je déborde un petit peu, bien sûr, vous pouvez partir. Je vais déborder un tout petit peu, quelques minutes, parce que je voudrais vous montrer quand même des films et vous montrer comme ça la diversité des langages du design aujourd'hui. Donc voilà, donc merci beaucoup, merci à vous d'être là, ça m'honore beaucoup. Effectivement, j'ai un lien avec le MUDAC, mais aussi avec Scott, que je connais depuis très longtemps. On a beaucoup travaillé et on a beaucoup conversé, et on a même fait la fête ensemble. Parce qu'il serait hors de question de séparer tout ça. Donc je vais attaquer tout de suite avec cette question de qu'est-ce que le design, et en revenant sur un moment qui a été important dans la francophonie, en fait en France, en 1969, où il y a la première exposition organisée sur le design par le Centre de création industrielle qui vient d'être fondé. Et donc en 1969, la presse généraliste se passionne pour définir ce qu'est le design. Et voici en fait un petit morceau qui est rédigé par un journaliste du Figaro littéraire en 1969, dans lequel il dit design, on ne sait même pas comment ça se prononce. Donc prononcez comme vous pouvez. Alors lui, il propose désigne, désigneux, mieux encore, design-gueneux, 4 ou 5 bonnes prononciations également mauvaises, écrit-il. Les vraies richesses quoi ? Celles du franglais. Ah, là, on sent qu'il y a déjà un problème. L'invasion lexicale d'une terminologie anglo-saxonne. Un technicien de la chose me fait savoir, ajoute-t-il dans cet article, sous le sceau du secret, que dans son officine, le design désigne, mot anglais signifiant à la fois dessin et dessin. Le design est un état d'esprit que tout chef d'entreprise doit communiquer à ses collaborateurs parce qu'il est générateur bonjour, de profit. Vous voyez, la messe semble dite déjà. On est du côté d'une certaine idée du design et du marché. Design signifie création, conception. Recherche systématique en profondeur enrichie d'imagination, d'intention, de dessin. Le design n'est pas seulement le moyen de donner au produit un brillant avenir commercial. Y aurait-il aussi du marketing sous le design ? Il apporte en outre des idées efficaces pour la réduction des coûts et le progrès technique. Décidément, design dit en quelques lettres autant de choses au moins
que le turc de Molière. Diable, voici un mot donc plein de sous-entendus. Ça, c'est une définition qui a été mise dans Design Industry, ce qui donne un petit peu le ton aussi sur l'accent qui est porté ici par le journaliste. Alors, continuons notre enquête. Qu'est-ce que le design? Alors, tout le monde semble s'interroger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas un livre qui sort tous les ans et qui dit « Qu'est-ce que l'art ?» Mais alors, le design, ça n'arrête pas. Donc, what is service design? What is interior design? What is product design? Existe-t-il une définition du design? Est-ce que c'est une attitude? Qu'est-ce que le design? Mais qu'est-ce qu'un designer? Je reviens sur Étiamble, ce journaliste du Figaro littéraire, qui dit « Le design, j'adore parce qu'on fait ça évidemment dans les murs du MUDAC, c'est aussi l'anti-musée. Je veux bien, mais alors pourquoi me mettons sous le nez toutes sortes d'articles qui me prouvent que les spécialistes du design ont déjà leur musée ?» On définit souvent le design selon des équations variables en leur attribuant une naissance. C'est un peu l'histoire habituelle avec William Morris et sa firme à Londres. On l'associe aussi souvent, c'est une autre vision, à l'inauguration de l'exposition universelle de Henry Cole à Londres, à l'association du Deutscher Werkbund en 1907, à l'invention du Typisierung, c'est-à-dire la question de la norme et du standard, voire à la première collaboration entre le designer industriel Peter Behrens et l'entreprise AEG, ou encore à l'ouverture de l'école du Bauhaus en 1919 par Gropius. Le roi Gourand le définit comme une pratique technique précédant l'industrialisation, une idée qui a été revisitée plus récemment par les chercheurs Mark Wigley et Beatrice Colomina au cours de leur biennale à Istanbul en 2016, intitulée « Are we humans ?» Sommes-nous des êtres humains? Ça va plus loin que qu'est-ce que le design tout d'un coup. Tandis que l'historien de l'architecture moderne Siegfried Giedion l'a associé au brevet et aux inventions des anonymes. Le philosophe des médias, de son côté, Wilhelm Flusser, l'a défini comme une pratique de la ruse et de la perfidie. Hal Foster y voit le support du capitalisme dans Design and Crime, et on pourrait continuer comme ça la liste, mais vraiment indéfiniment. Alors donc, je disais, le premier usage du terme, en tout cas, la première fois, en tout cas, que moi je l'ai vu, mais je pense qu'il y en a d'autres avant, mais pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est que la première fois que le mot est imprimé, c'est dans un journal qui est rédigé par Henry Cole. On est en 1849, donc bien avant les dates que je vous ai citées. Il est attribué donc à Henry Cole, qui est l'inspecteur des écoles de design, éminence grise du prince Albert, pas celui de Monaco, le mari de la reine Victoria, et observateur attitré de l'exposition universelle de 1851. Par ce choix, le créateur de ce journal, qui s'appelle Journal of Design and Manufactures, veut établir les principes d'une production industrielle qui associe harmonieusement la fonction, la décoration, je cite, et l'intelligence dans toutes les productions humaines. Alors moi, j'aimerais qu'on garde vraiment en tête que la notion d'intelligence, elle est tout de suite soulevée pour définir le design. Cole pense y être parvenu à cet état des lieux du design à Londres, à Hyde Park, quand s'inaugure la grande exposition universelle du 1er mai au 11 octobre 1851. En un seul lieu, elle réunit toutes les innovations industrielles, scientifiques, technologiques, architecturales et artistiques, produites par environ 14 000 exposants, c'est intense, venus de plus de 40 pays. L'ensemble est abrité dans le Crystal Palace, une construction monumentale de 8,5 hectares de verre, de plus de 70 000 mètres carrés, 36 mètres de haut, érigé pour l'occasion en 17 semaines, un tour de force, sous la direction de l'architecte et botaniste Joseph Paxton. Les larges dimensions du bâtiment, elles sont rendues possibles grâce à un emploi inédit jusqu'alors de matériaux novateurs, mais aussi de préfabriqués. Et à cette échelle, on n'avait jamais eu l'occasion jusqu'alors de construire un bâtiment standardisé. Avec l'essor de l'industrialisation, le poète John Ruskin est l'un des premiers Britanniques dans le champ de l'art à s'inquiéter de l'augmentation de la pauvreté des individus. Je reviens là-dessus parce que, vous avez vu, j'ai commencé avec une définition du design de 1969 qui postule que le design est là, en fait, pour donner une sorte de valeur ajoutée commerciale à la production des objets. Et donc, on a tendance à penser que cette définition apportée par le mouvement moderne à l'histoire du design place cette discipline dans un endroit particulier. Mais pourtant, dès l'origine du design, et c'est le cas avec John Ruskin par exemple, on s'inquiète de ce que c'est la production industrielle. On s'inquiète
de ce qu'elle fait aux travailleurs qui sont aliénés dans des conditions de vie assez compliquées, difficiles, mais aussi du fait que ça ne va pas améliorer les conditions de vie des individus qui sont plutôt pauvres face à des magasins qui sont pleins. Les richesses s'accumulent, dit Ruskin, mais les ouvriers travaillent sans relâche pour un salaire de misère. Il considère donc le progrès à la fois comme la cause, mais aussi comme le symptôme d'un problème qui caractérise son époque. Et il brigue une nouvelle définition de la valeur qui ne dépendrait ni du prix, ni du profit, et encore moins de l'usage, mais pour lui, cette expression du design, ce serait une expression morale. L'expression morale de l'autrice ou de l'auteur de l'objet. Et sur cette base comme ça de l'honnêteté, de la probité, au contraire de ceux, dit-il, qui pensent être riches alors qu'ils détiennent des biens dont ils ne savent que faire, il fait valoir l'immatérialité de l'esprit. Et depuis 1854, le professeur Ruskin insuffle ses idées dans son enseignement. Pour pallier aux contradictions de son temps, il s'essaye à rapprocher les beaux-arts des arts appliqués et fonde une communauté utopique dont voici une image, la Guilde de Saint-Georges. Ça va être un échec cuisant. En quelques années, ils vont tous se détester. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. À la différence de la position ambivalente à cet égard de son professeur, le jeune William Morris, bon là, il n'est pas totalement jeune sur la photo, il considère que seuls les arts décoratifs peuvent contrer la décadence industrielle. Il pense aussi que seuls les arts décoratifs peuvent sauver les beaux-arts, qui ont perdu le lien avec la vie et le quotidien des individus. Le design, ou les arts décoratifs, parce qu'ils n'utilisent pas ce terme de design à l'époque, vient pour renouer un enchantement du quotidien pour tout le monde, que l'art soit partout et tout le temps. Ça, c'est l'enjeu vraiment du design. Donc pour ceux qui peuvent se poser parmi nos étudiantes ce qu'est la différence entre l'art et le design, on va y revenir, gardez ça en tête. Le design est là pour renouveler l'art. Il réalise avec ses amis qui sont des artistes, Dante Rossetti, Burne-Jones, etc., une société d'ameublement et de décoration, la Maurice Marshall Faulkner Beaux-Arts, artisans en peinture, taille, meubles et métaux, un long titre pour une société. C'est la première du genre. L'entreprise, elle propose des réalisations et des aménagements de décoration intérieure de qualité. L'idée vraiment, c'est de réenchanter ce quotidien avec des produits qui seraient une alternative viable à ce qu'il estime être le danger du capitalisme. Et je ne dis pas ces mots à la légère. William Morris a une correspondance avec Engels, il est lecteur des textes de Karl Marx. Donc vraiment, il est lui-même le directeur d'une petite ligue politique, Hammersmith League, à Londres, qu'il reçoit, pour lequel il fait les journaux. Donc il est vraiment engagé en politique. C'est important aussi parce que design et politique marchent main dans la main sur toute l'histoire du design jusqu'aujourd'hui. Il prend conscience en fait que pour lui, seule l'industrialisation pourrait démocratiser l'excellence, mais en fait, bien évidemment, c'est extrêmement compliqué à faire. Il n'y arrivera pas, mais il veut travailler à concilier la dignité des individus avec la mainmise qu'il estime inhumaine de l'industrie. Dans les années qui suivent son décès en 1896, outre le célèbre mouvement des Art and Craft qui réunit la sécession viennoise, le Jugendstil allemand, le Tiffany américain, les idées de Morris vont vraiment définir absolument la norme internationale pour le design dans des propositions salvatrices et morales, insufflées par une conception esthético-politique du design. On va le retrouver absolument partout, jusqu'à la pédagogie éclairée de Charles Le Platnier, à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Alors c'est extrêmement important, c'est une école qui, à part, je pense pour nous, est très rarement étudiée en dehors des frontières, et c'est bien dommage, parce que je n'ai pas le temps de rentrer en détail, même je ne fais que la citer, mais ce qu'a fait Charles Le Platnier est absolument immense pour l'histoire du design. J'ai écrit dessus, mais voilà, j'en profite vraiment pour saluer le travail fait. Cette généalogie du design que je viens de vous présenter, elle découle de quelque part, en fait. Ce n'est pas venu de nulle part. Elle découle, en fait, de l'écriture d'ouvrages. Et le premier que je dois citer, c'est Les pionniers du mouvement moderne de Nicolas Pevsner,
qui, en 1936, publie cet ouvrage qui va servir de modèle absolu pour le design, sachant que Nicolas Pevsner n'en a rien à faire du design. D'ailleurs, lui-même avouera dans les années 70, lorsqu'il est inventé aux conférences de design d'Aspen dans le Colorado, qui sont à l'époque le grand lieu des conférences, invité par un de ses anciens élèves, Rainer Banham, que finalement c'est à ce moment-là qu'il a compris ce qu'était le design. Pourtant, cet ouvrage va servir de Bible. Et moi, ce que j'adore, c'est que cet ouvrage a été constamment cité dans des textes en français, avec un titre qui correspond à un autre ouvrage de Pevsner, parce que celui-ci n'a jamais été traduit. Et il y a un autre ouvrage aussi qui compte, c'est celui de la mécanisation au pouvoir de Siegfried Giedion, qui lui est fait juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ces deux textes vont servir vraiment de fondation pour une histoire du design, vraiment, clairement. Voilà, donc il y a une sorte de généalogie unitaire du mouvement moderne qui s'est imposée, une généalogie de figures masculines, héroïques. Très clairement, vous voyez le sous-titre, c'est Pioneers of the Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius. C'est vraiment le terme que utilise Pevsner, ce sont des héros. Et c'est cette généalogie qui s'est imposée dès ce sous-titre du livre pour définir le design. Donc non, très clairement, il faut le dire, le design ne peut pas être défini simplement par deux catégories qui ont été posées par des merveilleux et éminents historiens de l'architecture moderne. Le design a son propre mot à dire sur son langage et sur sa manière de penser. Alors Pevsner, c'est lui qui revient sur l'idée de l'exposition universelle. On va avoir ce parti pris comme ça dans toute l'histoire du design sur la question du fonctionnalisme qui va être indissociable, et ça vous la retrouvez beaucoup, et je pense que vous l'avez certainement rencontré à plusieurs moments, cette célèbre maxime « la forme suit la fonction, telle est la loi », énoncée à partir de l'observation de la flore par Louis Sullivan dans les années 1880, enfin toujours en 1896, l'année de la mort d'ailleurs de Morris. Il publie ces lois dans un article intitulé « Le gratte-ciel de bureau considéré dans une perspective artistique », publié dans cette revue qui s'appelle le Lippincott's Journal. C'est une revue de culture générale de Philadelphie. Et à partir de cette présentation, le fonctionnalisme, donc l'idée que vraiment l'objet va répondre à une fonction qui lui est attribuée, assignée, et c'est là son rôle, c'est souvent convoqué pour justifier la production d'un vocabulaire spécifique de formes utiles. Une terminologie qu'on va retrouver d'ailleurs par la suite pour définir le champ du design. On attend donc du design fonctionnaliste, dont beaucoup de designers se réclament encore aujourd'hui, et c'est tout à fait logique, qu'il établisse une correspondance productive et rationnelle, et toutes les réalisations qui s'en réclament doivent explicitement rendre compte de la fonction. Au contraire, toute production qui ne s'y plierait pas serait bannie. D'ailleurs, vous avez certainement dû voir de l'humour ou même des critiques faites à des objets ou à des meubles réalisés par des designers qui ne sont pas fonctionnels. Ah, ça va, ils ont tout raté ? Peut-être pas. Voilà, donc il oublie que de l'autre côté de l'Atlantique, et depuis plusieurs décennies déjà, il y a une révolution machinique américaine qui connaît un essor considérable. Pevsner se consacre vraiment à toute la question britannique, mais dans la ville de Chicago, notamment, il y a des ingénieurs, il y a des designers, il y a des inventeurs qui observent attentivement les principes de la taylorisation, qui est une star, pas simplement aux États-Unis, mais vraiment, qui sont élaborés dans les usines, et ils vont les adopter, les modifier pour mieux les appliquer à l'organisation domestique, comme le souligne encore Giedion. L'usine et ses principes, je vous ai mis les noms parce que je sais que je vais un peu vite, voilà, donc ça s'écrit bien comme ça, Catherine Beecher. Catherine Beecher, elle a inventé l'économie domestique. Elle a inventé le plan de travail que vous avez dans vos cuisines en 1867. C'est la première à rendre publique en fait, ses recherches sur l'espace privé. Elle déplace l'habitation vers une perspective écologique, politique, où la tenue de la maison n'est pas un problème isolé. Souvent, on l'a un peu catalogué comme c'est une femme qui s'occupe de la cuisine, mais ça va bien au-delà, bien sûr. L'apport de Beecher, il se révèle infiniment plus essentielle que les historiens du design ne le laissent entrevoir. Elle est rarement citée quand même. Au-delà du fonctionnalisme, ce qu'elle montre,
c'est qu'il y a un engagement vraiment de la rationalisation et des déplacements des gestes de la ménagère à l'intérieur de la cuisine. Je sais qu'il y a une conférence sur la cuisine faite par Yolande. Je ne sais pas si tu en as parlé. Oui, voilà. Et donc, je vais aller assez vite pour dire une chose fondamentale. Tout cela sert une chose pour Catherine Beecher, c'est démontrer à ses pairs, c'est-à-dire aux hommes qui l'entourent dans la société américaine des années 1850-1860, qu'il est temps, avec ses moyens incroyablement fonctionnels, de libérer les esclaves. C'est donc un vrai propos abolitionniste qui s'impose ici, de cette manière-là, par Catherine Beecher. Si tout fonctionne très bien, si ça demande moins d'efforts au corps, on n'a plus besoin d'avoir des esclaves, et donc il n'y a pas de raison de les garder. Est-ce qu'elle a vraiment été entendue pour l'abolitionnisme en 1861 ? Je ne suis pas tout à fait sûre. En tout cas, le propos est habité par cette question-là. Donc c'est non seulement soulager le travail des femmes dans la domesticité, mais aussi faire valoir le bien fondé d'une politisation du geste. Et peu à peu va se mettre comme ça l'idée d'une beauté qui découle de la fonction, entre forme et fonction, que Beecher va mettre en place. Je ne rentre pas trop dans les détails puisque vous avez déjà vu tout ça. Elle va établir des écoles pour jeunes filles. Elle va écrire des ouvrages, notamment avec sa sœur, Harriet Beecher Stowe, qui a écrit La case de l'oncle Tom, avec lesquels elles ont toutes les deux écrit des livres pour l'aménagement des maisons. Et pour la petite histoire, pour celles et ceux qui sont intéressés par les grandes questions de la décoration et de la liberté des femmes, c'est aussi la tante de Charlotte Perkins Gilman qui a écrit The Yellow Wallpaper ou La séquestrée. Tu connais ? Voilà, donc on voit bien qu'il y a une filiation très intéressante qui se joue à cet endroit-là. Voilà en fait une sorte de généalogie qui peut se mettre en place avec donc ces pionnières de la rationalisation de la maison. Beecher, donc elle crée ses ouvrages, elle se fait connaître et elle va vraiment servir comme ça de figure à partir de laquelle des femmes dans le champ du design vont s'arrimer. Il y a Lillian Gilbreth Moeller, il y a Christine Frédéric, je pense que là aussi tu as dû en parler bien sûr, et puis il y a aussi évidemment Paulette Bernège, qui vont effectivement combattre avec des journaux, avec des magazines, pour essayer de défendre une idée plutôt fonctionnaliste de la question du design, mais qui montre bien que la maison constitue un espace par excellence d'une réforme politique et sociale. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Le mouvement moderne, il s'adosse à ces valeurs pour élaborer la nouvelle esthétique universelle et industrielle de l'ère de la machine, et sur la base d'une foi totale dans la puissance de la technologie machiniste, les architectes modernes, ils veulent construire un monde meilleur au service de la libération individuelle. C'est un beau projet. Il ne faut pas le regarder uniquement du point de vue de son échec, il faut le regarder aussi du point de vue de son aspiration. L'industrie va chercher les moyens d'une expression visuelle, et pour y parvenir, elle va utiliser un vocabulaire de formes simples, géométriques, de surface lisse, dépourvues d'ornements, et ces formes ou des standards sont censés restaurer le lien perdu entre les consommateurs et la production et donner naissance à des styles nationaux qui permettraient d'asseoir une nouvelle culture moderne véritablement démocratique. Mais quelle relation peut-on imaginer entre artistes et industriels sans que ces premiers ne perdent leur autonomie et les derniers leur capacité de production? La production industrielle de biens, est-ce que ça suffit à définir ce qu'est le design? Vous voyez bien que c'est une question un peu rhétorique. Pétris de bonnes intentions et investis d'une mission, les designers modernes veulent changer durablement le monde. Alors, je n'ai pas retrouvé une image, mais il y a une super image pour la pub absolue, il y a une quinzaine d'années, du designer Konstantin Gricic habillé en Superman. Si j'avais pu, j'aurais mis celle-là. À la place, je vous ai mis Errol Flynn. C'est pas mal non plus. Donc l'idée vraiment, c'est de changer durablement le monde, d'abolir les classes sociales, d'apporter le bonheur à tous, de pallier aux injustices. Mais à l'épreuve du réel, vous le savez, l'utopie moderne s'effrite, le projet démocratique idéalisé se révèle uniformisant, le fonctionnalisme semble éradiquer les émotions, les singularités, voire même les nier, et les projets de réforme sociale versent très vite dans un moralisme. Ce mouvement moderne, il façonne le design et dès 1950, il se redéploie, notamment aux États-Unis, avec les Good Design Shows, qui sont conçus par Edgar Kaufman Jr. Vous connaissez peut-être un peu sa famille, puisque c'est lui qui a commandité pour ses parents la célèbre maison de Frank Lloyd à Fallingwater.
la maison sur la cascade. Donc lui, il travaille au MoMA et il s'attelle à cette question à la tête du département design en disant « Le design devra être l'expression de l'esprit de notre temps ». Et il utilise le musée comme le fer de lance de son combat d'une production de biens de consommation intelligente et moderne avec des expositions et des publications éducatives. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la série des « What is ». Alors, what is modern design, what is modern interior design, etc., etc. Donc, il essaye de poser les spécificités d'un design moderne qui condamne le reste des expressions du design, y compris, et surtout d'ailleurs, il attaque le mouvement streamline, le mouvement aérodynamique, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est le mouvement, en fait, le mouvement moderne, il est surtout réalisé par des architectes, et le mouvement streamline, c'est le premier mouvement américain fait par des designers. Donc, pas bon, Burke, perte de pouvoir quand même, enfin, il faut quand même qu'on parle de ça, hein, soyons clairs. On est sur des systèmes d'OPA, on ne disait pas ça à l'époque, mais on y est. Donc, en fait, voilà, il trouve vraiment voilà, que ce mouvement est à condamner parce qu'il s'intéresserait, dit-il, uniquement aux surfaces et aux formes gratuites et ornementées qui n'ont de raison d'être et qui, de plus, toujours selon lui, nuisent à la fonction de l'objet. Donc, on voit qu'il y a un côté partisan dans le champ du design, très vite, très fort. Les designers de l'après-guerre, les contre-modernes notamment en Italie, ils vont voir la faillite de ce qu'ils qualifient justement l'utopie moderne, qui postulait d'établir un nouveau monde pacifié pour l'éternité reposant sur des vertus sociales. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même difficile d'imaginer que le mouvement moderne va réussir ce pari-là. Pour eux, l'idée, c'était que cette éternité pacifiée reposerait sur des vertus sociales, esthétiques et politiques, de fraternité, de sororité. Il n'en est rien. La génération d'après-guerre, en fait, elle accuse les modernes de n'avoir su créer des modes d'expression valides, alors qu'ils prétendaient trouver des représentations intemporelles et universelles qui sont révélées, en fait, dans les faits, au mieux inopérantes et parfois même dangereuses. Suivez mon regard. À la fin des années 50, ce décalage remet en question l'ensemble du système des relations entre la standardisation et la société. Surtout, il signe l'aveu d'échec du programme utopique des modernes. On voit d'ailleurs que les modernes ont su faire des projets qui n'avaient rien à voir avec la fonction, comme la Solar Do Nothing des IMSS, au titre explicite. Et puis, faisant un saut dans le temps, sorry, I didn't know. Je vais parler du travail mené par l'Ultimo Grito. On a Rosario Hurtado qui est ici avec nous. Et je vais vous montrer un petit film qui s'appelle A Rematerialization of System Industries, qui a été réalisé par un duo de designers qui se qualifie comme justement post-disciplinaire. Pour échapper au poids de la fonctionnalité dans le champ du design, les designers commencent à inventer des termes qui leur permettent de réexplorer ces champs du possible que la modernité leur a un peu ôté. Donc, j'adore dire ça devant elle, hein, parce qu'en français, c'est moins son truc, donc peut-être je peux y aller. Donc, elle a été récompensée en 2012 par la London Design Medal, qui est vraiment l'une des récompenses les plus importantes dans le champ du design. C'est une des plus prestigieuses. Le duo questionne les modes de production et de communication alternatifs. Ils font des séries d'installations. Entre autres, ils font aussi du mobilier, plein de choses, et du film. Mais ici, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était une série d'installations en verre qui interroge la production en série et qui observe plus particulièrement le rapprochement de sites géographiquement éloignés s'imposant comme un nouveau modèle de l'efficacité industrielle. Il réalise des architectures imaginaires qui sont conçues pour s'interroger, en fait, en rapport vraiment avec le visiteur qui regarde et qui se questionne sur ce qu'est l'environnement, les villes, les complexes industriels, les immeubles, les mines, jusqu'aux accélérateurs de particules. À nous, ça nous dit quelque chose ici, bien sûr. C'est des structures qui sont élaborées, mais qui sont neutralisées par leur traitement identique en verre. Je vais peut-être lancer, sans mettre le son, juste le temps de finir la présentation sur ce film, qui, pour vous le dire clairement, c'est un projet qui a été présenté notamment dans des musées, qui a été acquis pour des collections publiques de musées. Donc là, je vous parle vraiment de pièces qui entrent dans les collections depuis plusieurs années et non pas de quelque chose qui serait sur la marge de ce qu'est le design. Alors, je continue à parler en son nom pour dire que c'est extrêmement compliqué de filmer du verre. Et pour la petite histoire, ils m'ont expliqué que
Ils ont utilisé les techniques qu'on peut utiliser par exemple dans certains films érotiques, où il faut filmer en fait la réflexion qui se fait avec le mur pour la lumière. On met la lumière sur le mur pour avoir la possibilité de filmer comme il faut aussi incroyablement ces structures architecturales. Je vous laisse en profiter un petit peu. Ils ont été réalisés par des maîtres verriers vénitiens. Et ce qu'explique l'Ultimo Grito, c'est que le processus de fabrication qui aboutit au projet final a autant d'importance que le résultat lui-même. On commence à s'intéresser vraiment à la dimension du process. Je voulais aussi vous montrer ce travail-là parce que la grande idéologie du mouvement moderne a été de passer par des formes, des matériaux et une idéologie de la transparence, comme de la vérité ou de, le fait de dire les choses, ce que dit la transparence. Et c'est intéressant de s'apercevoir, il y a un texte très beau qui a été écrit là-dessus par Jeff Hall, qui s'appelle Le Kammerspiel de Dan Graham, et qui montre comment la question de la transparence, en fait, peut se révéler totalement opaque. Vous en avez l'expérience devant une tour entièrement en verre. Vous voyez le rez-de-chaussée, là où il y a les personnes qui travaillent, l'accueil par exemple. Les personnes en haut des tours, vous ne les voyez pas. Donc la transparence ne porte pas réellement. Elle prétend porter une idéologie de la vérité, mais c'est évidemment pas du tout le cas. Bon, je ne peux pas tout vous montrer, 1000 excuses. Revenons à donc cette perspective de la définition du design. À l'après-guerre, la révision historique s'impose comme l'instrument cathartique d'une jeune génération d'historiens de l'architecture incarnés notamment par Rainer Banham, dont je parlais tout à l'heure, qui rappelle en introduction de Pioneers of Modern Movement de son professeur, dans les années 50, nous étions tous des révisionnistes et nous nous moquions de nos aînés et des meilleurs d'entre eux qui se cramponnaient encore, je cite, aux certitudes éculées des années 30. Fin de la citation. L'explosion des certitudes qui faisait le lit du design, ça soulève une sorte de bourrasque de définition du design. Je vous avais parlé de celui-ci tout à l'heure. Tandis que les premières analyses sur le design en tant que discipline, elles émanent enfin du champ du design. C'est le début. Il y a par exemple en 1978, Blake, qui est le directeur du British Design Council, qui déclare, je le cite, ce qui me semble de la plus profonde importance tient à ce que l'histoire du design doit comprendre de nombreux aspects, afin que tôt ou tard, vous commenciez en quelque sorte à coaguler des idées en un ensemble de connaissances identifiables qui sera reconnu de manière univoque comme l'histoire du design. Dans les années 80, l'histoire du design commence à imposer ses perspectives avec la publication des premiers textes féministes sur le design, qui sont signés Cheryl Buckney, ou avec l'ouvrage de Penny Spark, An Introduction to Design and Culture, paru en 1984, où l'autrice y analyse les fondements du consumérisme et esquisse un portrait du designer comme figure libre et indépendante, en opposition à la consommation sous ses diverses formes. 2 ans plus tard, Adrian Forty prolonge, c'est comme si je vous ouvrais ma bibliothèque là, prolonge cette réflexion dans son ouvrage Objects of Design, Design and Society since 1750, où il établit une distinction entre les beaux-arts et le design en fonction de leurs dimensions sociologiques et économiques. Toujours dans les années 80, les designers de la postmodernité ou de la contre-modernité se refusent à définir spécifiquement l'objet de leur travail. Je tiens à dire que les designers de la postmodernité sont tous des architectes. Et ils flirtent avec les sciences humaines qui, pour reprendre les termes d'Ettore Sottsass Jr., ont, je cite, « ouvert un horizon plus large, comme si nous étions sortis du centre-ville, bien propre du design, pour aller vers des périphéries nouvelles, incertaines. » Et je trouve cette phrase extrêmement intéressante parce que c'est l'idée de l'exploration, de l'invention, des expériences qui commencent à devenir vraiment revendiquées très explicitement par les designers. C'est aussi une propension à être étudiée par d'autres disciplines théoriques qui va vraiment marquer durablement le design et qui l'éloigne d'une autonomie et qu'on retrouve encore très présente aujourd'hui. Les sciences humaines et sociales analysent le design. Moi, vous l'aurez compris, je revendique déjà, avant que le design s'analyse, se pense, se conçoive, se définisse par lui-même, avant même d'être soumis à d'autres regards qui, là, n'en deviendraient que plus intéressants.
Malgré la nette domination de la scène anglo-saxonne, 1985 accueille la publication d'une petite Bible, Design italien, la Casa Calda, de l'architecte Andrea Branzi, lecteur enthousiaste de Banham, qui loue pour avoir introduit les futuristes italiens dans l'histoire du design. Branzi dresse sa propre histoire personnelle du design italien, et non pas l'histoire du design italien. C'est vraiment très très personnel en réalité. Et c'est normal. Elle est traduite l'année de sa publication en anglais par le MIT, en français par les éditions de l'Équerre. Le livre connaît un grand succès et Branzi, membre fondateur d'Archizoom Associati et de la Global Tools, donne à son travail une sorte de vernis de neutralité sous lequel il explore les concepts clés de ce qu'on appelle l'architettura radicale et qui développe les arguments critiques et ironiques du groupe qu'il a dirigé. Et comme l'indique la référence à la température Casa Calda, de l'architecture radicale, il développe des arguments critiques et ironiques qui, en fait, font référence à cette question donc, de température. D'un côté, on a le projet moderne qui est froid, parce que dénué de sentiments, disent-ils, et de l'autre côté, on a la postmodernité qui est du côté des sentiments, des humeurs, du choix, des inflexions de la pensée, de l'âme, et qui est donc chaud. Voilà à quoi revient ce titre. Mais c'est aussi une attaque faite contre son ennemi déclaré de toujours, l'ingénieur directeur de l'école d'Ulm, Thomas Maldonado. On y va, il est mort dès les premières pages. Et outre les accusations portées contre l'architecture moderne, la thèse de Branzi porte sur l'impuissance de l'architecture en général, à laquelle il oppose la puissance du design, en prise directe avec le marché. Il estime que c'est une position stratégique qui permet de façonner et de remodeler la société. La conception du flou, elle revient à nouveau dans les débats quand il s'agit de définir le design au-delà d'un mouvement et d'établir son histoire. On la retrouve chez des autrices comme Penny Spark, mais aussi des auteurs comme Raymond Guido, qui lui va utiliser le terme que le design est un carrefour des arts, on ne peut pas trouver plus flou, ou sous l'appellation, Penny Spark parle de unité dans la diversité. Bonne chance. Alors plus spécifiquement, depuis le début des années 2000, l'image ne correspond pas du tout à ça, il s'agit du Guggenbach avec un système de téléviseurs individuels, le design se réclame d'une dissolution des frontières entre les disciplines, revendiquant entre autres le concept musical du sampling. C'est un terme qui a été relevé, mis en place par René Ramakers de Drog Design en 2004, donc il y a 20 ans, et dans les faits, les relations, elles sont posées essentiellement du côté des relations avec les arts visuels. Dans le monde, les musées, les curateurs et les designers ne cessent de continuellement s'interroger sur ce que c'est le design. Je commençais avec ça, on y revient. François Maté, conservateur en chef du musée des arts décoratifs, est le fondateur aux côtés de Yolanda Mick, de Yvonne Brunamer, du centre, et de François Barré, du centre de création industrielle dont je parlais, avec cette exposition inaugurale dont le nom est « Qu'est-ce que le design ?» On est au pavillon de Marsan en 1969. Et ça continue, Loin d'être gravé dans le marbre, il y a cette définition de Margolin, cofondateur du journal Design Issues, autour des années 2000, qui lui fait l'apologie de cette impossibilité de la discipline à être saisie. Je le cite, « Je tiens à préciser que le design ne désigne pas une catégorie d'objets pouvant être épinglés comme des papillons. Il est une activité qui évolue constamment. Par conséquent, comment établir une discipline à part entière à propos de quelque chose dont l'identité n'a pas été définie ? Convoqué pour désigner toutes sortes d'activités créatrices, comme cela se pratique dans les pays anglo-saxons, le mot design, il sert indistinctement à qualifier la mode, le stylisme, la coiffure, la cuisine. Et à partir de ces précédents, les universitaires, à l'image de Margolin, définissent le design comme une discipline qui ne recouvre pas la production d'objets, mais une activité en mouvement, insaisissable et sans ancrage. Et ces considérations entraînent le design vers une sorte de no man's land que sont l'interdisciplinarité, des mots que vous avez dû entendre, la contamination, l'intermédialité ou encore la porosité. Oh, il n'était pas là ? Ah, zut. Merci. L'art aussi définit le design dans une opposition, on va dire quand même incroyablement simpliste, où la frontière avec lui serait liée à l'usage. Pourtant, quand un artiste crée une œuvre, vous serez d'accord, et que cette œuvre a un caractère fonctionnel, il s'agit toujours d'art. Non ? Donc ça soulève des... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, c'est dommage.
Ah. Quant à l'inverse, si le design ne remplit pas une fonction, le marché de l'art s'inquiète. Je dis le marché de l'art exprès parce que le design est toujours attaqué pour être le suppôt du capitalisme. Et si marché il y a, soyons clairs, c'est un marché de l'art, c'est le terme d'ailleurs qu'on utilise. Donc le marché de l'art s'inquiète de cette occupation d'un territoire sur lequel le designer n'a aucune légitimité. Ben alors là, je fais exprès de vous montrer, on ne voit pas très bien, des objets réalisés par des artistes, par des architectes ou par des designers. Cherchez la différence. Depuis l'évocation de Sullivan, dont je parlais tout à l'heure, Form Follows Function, combien de designers pourtant, de Bruno Munari à Gianni Pettena, des IMS, de Global Tooth à Marty Guichet, Daisy Ginsberg, Figer Feugleux ou Marguerite Humeau, ont prouvé que le design ne relevait aucunement de cette configuration. Et pire, dès lors que la fonctionnalité du design est prônée, elle est placée en face, et ça c'est quand même une merveilleuse stratégie, de la gratuité de l'art. Le parti pris des commissaires d'exposition, et le titre est quand même assez éloquent, de Against Design, organisé à l'ICA de Philadelphie il y a longtemps, en 2000, en dit long sur cette question. Les designers des années 50 ont cru, les imbéciles, que standardisation du design constituait un modèle idéal permettant l'accession aisée à des objets fonctionnels. Les artistes de Against Design empruntent une autre voie. Ils cherchent à établir des réponses individuelles et en rapport à l'environnement. Ils rejettent une utopie synonyme d'uniformité. Cette citation insinue que la faillite avérée du mouvement moderne n'aurait pas été considérée par les designers. On n'a pas le temps de faire tout le monde du design et toute l'histoire ici, mais enfin quand même, je pense que je vous ai montré quand même très très brièvement que non, mais le champ du design n'a pas eu besoin d'attendre le regard bienveillant, un peu condescendant d'autres disciplines pour se poser ces questions-là. D'un côté, l'art circonscrit donc le design à un enjeu qui relève vraiment de l'idéologie moderne, dont la forme et la fonction sont les fondamentaux, et de l'autre, il l'accuse de ne pas avoir su s'extirper de cet écueil. Bon, on est puni quand même, il faut le dire. C'est en vertu de ces éléments qu'il faut décrypter la réponse de l'artiste Angela Bullock au texte à propos du mobilier, dans lequel Donald Judd pose un écart aberrant entre l'art et le design. Il y a 18 ans, on m'a demandé de dessiner une table à café. J'ai alors pensé qu'une de mes œuvres, qui consistait en gros en un volume rectangulaire dont la surface supérieure récédait, pouvait être modifiée et convenir à cet usage. Cela ne fit qu'altérer l'œuvre et donna une mauvaise table que plus tard j'ai jetée. La forme et l'échelle d'une œuvre d'art ne peuvent être transposées telles quelles dans les domaines du design et de l'architecture. Et il explique surtout que la forme ovale d'un évier, lavabo, fait que c'est de l'art, la forme ronde fait que c'est du design, dans le même texte. Au nom de la liberté de l'artiste, Bullock estime que cette conception est périmée et que toute transposition est valide. Je l'ai remis, mais au centre. Si l'histoire du design nous enseigne qu'il n'y a absolument rien de nouveau à l'intermédialité, c'est-à-dire la possibilité pour le designer d'utiliser tous les moyens qui sont disponibles, le film, la performance, le dessin, la peinture, tout ce qu'on veut. Chaque fois que ces avancées sont notables, on remarque qu'elles produisent de nombreuses critiques à son encontre. Il en est ainsi au début du XIXe siècle avec le dramaturge Karl Kraus, célèbre pour ses dénonciations du faux semblant généralisé, un intime d'Adolf Loos, son parrain, admiré par Walter Benjamin, qui s'inquiète de la récente prévalence du design et des conséquences qu'elle engendre. Kraus se méfie de ce qu'il considère être une confusion entre valeur d'usage et la valeur de l'art. En renouvelant cette critique à l'époque à l'encontre de l'art nouveau, Hal Foster, l'historien de l'art, dans son essai, alors on ne voit pas bien, Design and Crime, c'est un livre, publié en 2004, qui a su en d'autres occasions si bien faire valoir l'importance de la singularité disciplinaire de l'art, n'y conçoit pourtant pas de distinction entre le design, le marketing et le graphisme, pas plus qu'il ne reconnaît l'existence de la discipline du design, qu'il décrit comme, je cite, la revanche du capitalisme sur la postmodernité. Fin de la citation. Il l'accuse d'avoir contaminé l'art en, je cite, se délectant des technologies post-industrielles et qu'il est heureux de sacrifier la semi-autonomie de l'architecture et de l'art aux manipulations du design. Signe des temps pour Hal Foster,
Il va même jusqu'à dire que cette confusion entre l'utilitaire et l'esthétique, qu'il reprend donc au texte précédent, s'étend, dit-il, du djinn au gène. Rien ne semble échapper à l'expression de ce design omniprésent qui régit même les corps. Bon, ça c'est moi qui rajoute, hein, il pleurniche un peu quand même. Et je le cite encore, grâce à la chirurgie esthétique, notre corps aussi est designé. Le consumérisme a produit un dernier avatar narcissique. Fin de la citation. En s'attaquant comme ça à la dimension mercantile du design, Foster se réfère bien entendu à l'essai Ornements et crimes d'Adolf Loos, où en 1808-1809, l'architecte viennois semblait y condamner le recours à l'ornement, le considérant comme l'expression de la pire barbarie, des retardataires de l'évolution culturelle des peuples de l'humanité, produite par des criminels, hein, je le cite. Mais en fait, c'est bien plus compliqué, Adolf Loos. Regardez la chambre pour sa femme recouverte de peau de bête, pour quelqu'un qui n'aime pas la décoration. Ou à droite, le American Bar. Ces deux exemples parmi beaucoup. Il a aussi d'ailleurs écrit un texte qui s'appelle « Le principe du revêtement » en 1898, qui fait l'apologie de la fourrure qui imite le bois, etc. Donc, on peut déterminer la position de quelqu'un par rapport à un texte parmi un ensemble de textes, mais c'est aller un peu vite en besogne. En se référant à ce texte, Foster reprend à son compte la violence de l'accusation de Loos pour désigner le lapsus fait sens, le nouveau criminel. Il ne s'agit plus de l'ornement désormais, mais de la discipline du design. Voilà, donc il est condamné à mort, hein, le designer. Il est tellement coupable. Là, c'est le dernier serial killer à avoir été mis sur une chaise électrique à Ting Ting. Mais lui, il a vraiment tué des gens. Hein. Alors moi, les bras m'en tombent quand, à ce niveau de mauvaise foi et d'ignorance, surtout sur le design, je crois qu'il faut effectivement éduquer peut-être d'autres disciplines que celles qui nous occupent aujourd'hui. Donc on pourrait revenir à cette expansion du design qui semble agiter les historiens de l'art au modèle de l'union de ce qu'on a appelé la Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale, chapeautée, quand même il faut le dire, et dirigée par l'architecture. Il existe un autre concept, celui d'existence maximum, qui permet de saisir assez précisément l'idée de cette expansion caractéristique du design qui pose tellement de problèmes aux autres disciplines. Donc en saisissant de la notion d'existence maximum, qui revisite en fait l'existence minimum, le néologisme allemand des architectes modernes dans les années 30, en réponse aux propositions de Victor Bourgeois et de Le Corbusier, eh bien, Paola Antonelli a repris à Alessandro Mendini cette notion de l'hyper-extension qui me paraît assez intéressante. Elle l'a développée notamment dans cette exposition Design and the Elastic Mind qui se tient au MoMA en 2008 et qui se fait l'écho de la diversité du design au niveau micro, méso et macro. Elle désigne avec ce terme qu'elle avait déjà évoqué quelques années auparavant, en 2001, dans un article, la perception d'un espace étendu au-delà des limites du corps. Cette expansion psychique répond ironiquement au modèle d'efficacité et de calibrage fonctionnaliste promu par l'existence minimum. C'est énoncé la première fois par Mendini en 1990 pour une exposition à Florence, mais il me semble que, même si le terme aujourd'hui est peut-être un petit peu désuet, la notion que ça propose nous paraît vraiment intéressante, cette question de la dilatation. Le plus important tient en fait à ce que l'existence maximum sort le design du rapport d'échelle posé originellement entre lui et l'architecture grâce à l'existence d'un petit dispositif spatial, c'est comme ça que Paola Antonelli le décrit, extraordinairement pratique, dont les conceptions les plus révélatrices ont été consacrées par des objets apparemment innocents qui pouvaient ouvrir sans le vouloir à de vastes champs. Fin de la citation. Donc l'amplification maximale de l'environnement et non la constitution d'une échelle réduite, d'un micro-environnement, d'une micro-architecture à la manière dont ils étaient qualifiés, devient, avec cette existence maximum, un fer de lance d'un design qui entend proposer, plutôt qu'imposer, une fois pour toutes, son champ d'action et son autonomie disciplinaire. Et cette notion qui n'est pas sans soulever des questions sur le devenir et le présent aussi, du design, mais je crois que c'est une métaphore assez intéressante. Alors, postuler l'existence du design selon ce principe dynamique de l'œuvre d'art totale, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ils font partie de la collection du MUDAC. Il y a ici les Building of Disaster. Cette collection a été initiée en 1988. C'est des
lieux d'architecture, c'est des petites sculptures d'architecture de lieu dans lequel un événement traumatique est survenu, qu'il s'agisse d'un attentat, d'un accident ou d'un fait divers. Ça a été réalisé par Konstantin et Lorin Boym aux États-Unis. Konstantin Boym est un émigré russe, donc il avait déjà un certain recul. Vous reconnaîtrez certaines d'entre elles. Ici, le tunnel de l'Alma, ou bien ici, très très différemment, la course-poursuite. Alors c'est moi qui ai mal scanné, il n'y a pas ce petit angle au bout, pardon. C'est la course-poursuite d'O.J. Simpson. Mais on a aussi la centrale de Tchernobyl, la Texas School Book Depository, le World Trade Center dans les deux versions où il s'est fait attaquer. 1993, on l'a pas oublié, on sait un peu pourquoi on l'a oublié, il y a eu d'autres choses depuis, où une bombe avait été posée à la base d'une des deux tours, l'immeuble fédéral d'Oklahoma, etc., etc. Ces œuvres de designers ont été exposées en 1996, par exemple, à la Biennale d'architecture de Venise. La maison de Unabomber, Ted Kaczynski. Il parle d'un souvenir pour la fin du siècle. Et en même temps, à côté de ça, il dessine du mobilier pour Vitra, Alessi et Floss, etc. Donc, c'est pas quelque chose de la marge, c'est totalement central dans leur pratique. Je voudrais, bon là vous reconnaîtrez certainement les deux zones d'impact dont je parlais. La deuxième, je ne voulais pas citer parce que je pense que vous voyez. Ce travail de sculpture, en fait, il occupe une place non négligeable au sein de leur agence. Ils réalisent aussi des bustes, les pères de l'art moderne, appellation sous laquelle ils réunissent Sigmund Freud, Mies van der Rohe, Marcel Duchamp. Ils se réclament ouvertement d'ailleurs des ready-made de Marcel Duchamp, jusque dans les tournements qu'ils opèrent. Mais je ne vais pas rentrer en détail dessus. En 1993, René Ramakers et Guy Becker avaient fondé une sorte de label qu'ils nommaient Dror Design, design sec en français, et dans lequel ils énonçaient les critères d'un design renouvelé censé assurer la défense de la liberté individuelle et de son autonomie. Donc c'était plutôt un système qui repérait et qui produisait. C'était pas, même si Guy Becker a une pratique du bijou, l'idée c'était vraiment d'inviter les designers à montrer leurs recherches. Et en fait, pour cesser d'assujettir les designers aux lois du marché, ils voulaient utiliser et questionner les outils et les logiques de la diffusion propre au design en les entremêlant à une politique de promotion et de légitimation telle qu'elle se pratique, non pas dans le design, non pas dans l'architecture, mais dans l'art contemporain, avec la muséographie, les catalogues, etc. Donc leur volonté de se définir se réclamait de cette nouvelle ordre de la porosité. Je vous ai parlé tout à l'heure de sampling, c'est eux qui parlent de ça, ils parlent de mixage, de brouillage total des identités entre les disciplines. Voilà quelques exemples. Je vais aller un petit peu plus vite dessus. Là, on peut se défouler en plus. Je vais me permettre de faire un saut avec la question du film, parce qu'elle est extrêmement importante dans le champ du design. Elle est assez peu connue. Moi, je dirige un festival du film de designer depuis plusieurs années. Ça a été présenté au MAD à New York, à la Biennale d'Istanbul. Ça a été présenté en ligne pendant le Covid avec Kingston University et la Parsons School. Ça continue de voyager. Il y a une vraie production. On a l'impression que c'est quelque chose de très contemporain. En fait, depuis les années 10, Lillian Gilbreth, dont je vous avais montré la photo, le film est un enjeu absolument fondamental du champ du design et non pas le film documentaire explicatif, mais le film expérimental. C'est important de se rappeler de ça. Je prends juste un exemple qui est évidemment Laszlo Moholy-Nagy. Il y a une exposition qui circule, qui va arriver à Winterthur, qui pour le moment est à Prague, sur Lucia Moholy, sa première épouse, et on s'aperçoit bien que tout lui a été volé par Gropius et par son ex-mari, et qu'elle était déjà évidemment à cet endroit-là. Voilà, l'histoire est encore à refaire et à revisiter. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est pas de vous parler de l'histoire, c'est de vous montrer comment ça ouvre à des conditions contemporaines. Je pourrais vous montrer beaucoup d'exemples en fait de l'histoire du design, de designers qui ont vraiment utilisé le film comme un levier pour leur travail d'une manière bien plus importante. Il y a un vrai corpus de films qui sont assez fondamentaux pour repenser vraiment cette intermédialité du champ du design. Je pourrais vous citer vraiment beaucoup de choses. Laszlo Moholy-Nagy est assez intéressant parce qu'il a écrit sur cette question-là. Il montre comment le film est un lieu
pension d'essence, alors pardonnez-moi pour mon mauvais accent, de Sinner-Serveterung. Sinner-Serveterung, ouais, bon, vous êtes gentil, merci. Donc, il montre comment c'est un instrument idéologique pour réaliser la société du futur. Le film, c'est resté un élément important pour Molinage quand il ouvre le département du New Bauhaus à Chicago après avoir émigré en 1937. Georgi Klipies, qui l'accompagne et qui va créer le MIT, s'intéresse évidemment aussi beaucoup à la question des images, du film et de la photographie. Laszlo Molinage va même dire le film et la photographie, c'est la langue du futur, et si vous n'êtes pas capable de la parler, je transforme un peu les mots, mais si vous n'êtes pas capable de parler cette langue du futur, vous serez les analphabètes du futur. Donc vous voyez à quel point c'est des enjeux importants. Et après le Covid, pendant le Covid, on a bien vu aussi à quel point la possibilité de filmer avec des appareils aussi simples et peu coûteux par rapport aux grosses caméras du début du cinéma était devenu un langage possible pour le champ du design. On le retrouve évidemment partout. Les IMSS, évidemment, en ont énormément usé, parce qu'au cœur des débats sur les redéfinitions et la reconfiguration du design dans ses formulations postdisciplinaires, performance, installation, film, etc., ces dénominations plus récentes, design fiction, design medium, speculative design, post-design, expanded design, adversarial design, etc., que moi je rassemble sous le terme que je n'ai pas inventé de critical design, en tout cas Antonelli Rossel parle de ça. Le design s'inscrit dans des débats contemporains sur cette question des médiums, ce que Neri Oxman a appelé l'anti-disciplinarity, contre la disciplinarité, ce qu'on a aussi appelé undisciplinary et alterdisciplinary, voilà, entendu dans un élargissement de ses possibles et dans ses appropriations qui dépassent vraiment de loin la question des médiums, dans des chevauchements qui servent autant la théorie que la pratique du design. Et parmi ces territoires de l'intermédialité, il y a vraiment le film qui regroupe les productions les plus intéressantes de fiction, avec la fiction, en fait, qui a une étymologie proche de la question de la forme. Le design a prouvé depuis plus d'un siècle qu'il était capable d'agir tactiquement de l'intérieur, d'inverser les bastions du fonctionnalisme, du libéralisme, de l'industrie ou du consumérisme, ne serait-ce qu'à l'occasion. Les films ont fonctionné comme un véhicule de, je cite, la production massive de rêves, qui est une terminologie utilisée par le réalisateur Jean Epstein. Aujourd'hui, le design semble en partie mobilisé par des concepts de fiction, comme le film, parce qu'il propose un espace de production de discours et d'images pour une génération de designers qui se réclament de l'unicité de l'œuvre et non pas de la fonctionnalité, mais d'un discours critique qui vise une amplification maximale et dilatatoire de ces médiums. C'est ce que dit Dune & Raby en 2013. C'était, comme je vous disais déjà, le cas de Molinage, mais c'était évidemment le cas de Charles et Ray Eames. Betts, d'ailleurs, un critique, aimait l'hypothèse que les Eames ont développé, je cite, un pessimisme insidieux face à la vieille théologie de libération du design de produits réforme sociale dès la fin des années 50. En fait, très précisément en 1953, leur esthétique avait réussi à pénétrer la culture américaine dominante. Pourtant, elle ne s'accompagnait, pour leur plus grand désarroi, d'aucune transformation culturelle d'envergure. Ce serait la raison pour laquelle les Eames auraient déclaré en 1953, face au rêve impossible de la modernité et son échec, nous nous consacrons au film et au design d'information. Ils ont continué à réaliser du meuble, des mobiliers, bien sûr, vous le savez, mais ce n'est pas inintéressant de savoir qu'au moment de leur décès, enfin en tout cas après le décès de Charles, Ray lui a survécu 10 ans jour pour jour, eh bien, ont été déposés à la Library of Congress 750 000 diapositives qui servaient à réaliser des films qui s'appellent les Awareness Shows. 750 000. Ce n'est pas un petit truc dans leur production, ce n'est pas un point de détail. En se détournant de la... Je vous avais promis des photos de Noam Toran tout jeune. Donc, en se détournant de la dénomination de l'objet dans la production actuelle du design, la mise en fonction du design célèbre la manière dont les objets disposent intrinsèquement d'une force négative. Je vais aller assez vite pour vous montrer 2 films. Celui-ci, c'est le film de Diplôme de Noam Toran, donc quand il a à peu près votre âge.
Ah non, c'est pas celui du diplôme, c'est celui juste après, pardon. Il est après celui du diplôme. Vaca distrattamente abbandonato, l'occhio sotto cappello ha nasconuto, mani in tasa che bavarai もしもし、今どこ？あと5分ぐらいでちょっと準備 vaca を ci scanne もうすぐ。 分かったじゃあ後で vaca distrattamente abbandonato, l'occhio sotto cappello ha nasconuto, mani in tasa che bavarai dato, vaca ci scanne Je vais vous montrer les 3 premiers. Si vous me permettez de déborder un petit peu, je peux déborder? Ça vous va? Merci. Mon préféré.
J'ai toujours aimé que Noam Toran parle d'objets fictionnels qui viennent évidemment, qui sont liés voilà, à des fictions qui n'existent pas. Mais en réalité, la plupart de ces films ont été réalisés suite à des petites lectures de faits divers dans les journaux. Mais je vous ai vu sourire, donc c'est bien parce que je suis contente, parce qu'il est extrêmement important de aussi incorporer la dimension de l'humour dans ce champ du design. Ça a l'air très sérieux ce que je vous raconte, mais dans les faits, évidemment, il y a aussi de la joie, de l'émotion, comme par exemple avec ce que Noam Toran a repris à Hitchcock, qui s'appelle le MacGuffin, et qui est cet élément dans le cinéma qui n'a aucune importance en soi, mais qui permet que l'intrigue se déroule et qui est tellement important dans le champ du design qu'il y a un magazine qui s'appelle MacGuffin, dirigé par Hans van der Hoeven. En guise de conclusion ouverte, voilà, donc la question, c'est effectivement cette notion de la fiction. Georg Lukács, le théoricien du roman, distinguait 3 formes et 3 postures fictionnelles en réponse à la complexité du temps présent. D'abord, expliquait-il, il y a la position psychologique, le héros, l'héroïne, abandonne le monde, incapable de s'adapter aux exigences de la société. Il y a aussi la formation, le roman de formation, lorsque le héros ou l'héroïne apprend en renonçant. Et enfin, la position idéaliste, lorsque il ou elle prend conscience de la complexité du monde et qu'il ou elle s'en retire. Si on reprend ces catégories face à la complexité du monde, quels sont les choix du designer ? Alors c'est une question qu'on peut se poser. Là, je vous montre des photographies de tournage de Noam Toran de ces différents films, ici de Designer Management. Donc voilà, quels sont les choix du designer ? Au revoir. Comme Lukács en avait pris conscience, le design et la fiction ne peut éviter son propre contexte social et historique. C'est dans ce sens que, tout en célébrant la manière dont les objets sont intrinsèquement dotés d'une force narrative, ils sont à la dérive, dans le sens que Guy Debord a donné à ce concept philosophique, s'engageant dans les mêmes convolutions inutiles et errantes, donc non fonctionnalistes, que celles explorées donc, par l'international situationniste dans le Paris des années 50. Là, il est très fatigué. C'est pas surprenant donc que le critique Nav Haag s'attarde sur la dimension politique des films de Toran, dans le même contexte sociopolitique auquel Lukács faisait allusion lorsqu'il étudiait le roman historique pour Haag, Objects for Lonely Men et Designer Management. Donc je vous ai montré 3 des 5 films, en particulier des films qui ont été présentés à la Biennale de Venise en 2004, je crois, et qui font partie des collections du Centre Georges Pompidou. Et les objets ont été achetés par le FRAC Île-de-France. Tout ça pour vous dire que tout ça est vraiment dans des collections. On est quand même dans un musée, ça me paraît important de le rappeler. Donc en fait, l'idée, c'est de laisser une place physique et psychologique à la question, à la réflexion sur la position d'un individu dans la société en général, et peut-être même cette dernière possibilité pour un individu qui est celle, eh bien, peut-être d'avoir envie d'avoir un Karcher chez lui pour s'adonner à des occupations tout à fait personnelles. Donc on ne va pas avoir le temps de vous montrer ça, mais vraiment voilà voilà. Donc vous l'aurez compris, on a souvent simplifié le design à un phénomène de mode, à un sous-département de l'art utilitaire ou encore à de l'architecture décorative. Mais l'ambition de ma présentation aujourd'hui consiste à déterminer quels principes fondamentaux sont énoncés par les designers, quelle est l'immensité du territoire qu'ils arpentent, quel débat d'idées inédits ils sont à même de mettre en œuvre pour penser ce qu'est une collection. Et cette dernière, pour ces exactes raisons, se situe à l'opposé d'un exposé de certitude et de définition. Vous avez pu voir il y a peu de temps cette pièce de Dune and Rabi qui était présentée au MUDAC, Archive of Impossible Objects, qui, elle, a été présentée dans plusieurs musées. La complexité du design, elle est reflétée par ces collections. Elle a fréquemment été envisagée comme le reflet des tendances de son temps ou comme l'indice de l'évolution de la société. Moi, je pense qu'à l'examen, une collection engage des interprétations, des spéculations qui dépassent l'examen sociétal ou mercantile pour instiller un débat d'idées qui a, contre toute attente, il me semble, absolument pas perdu depuis ses origines, de sa vivacité. Et sous couvert de tout ce qu'on a pu dire sur le design associé à un capitalisme empruntant au mode du marché, moi je revendique celui de la fiction qui vante les bienfaits d'une société
bien loin de vanter la société bucolique et égalitaire que voulait ou dont rêvait Maurice, en fait, je pense que c'est terriblement intéressant de voir comment les incises fictionnelles proposées par le design dressent un réenchantement du monde, une critique aussi de la société. Il en fut ainsi de la publication de La machine à explorer le temps en 1895 ou encore de L'île du docteur Moreau de 1896 de H.G. Wells. Ces questions-là, comme les textes fictionnels, science-fictionnels d'un William Morris, décrivent des situations extérieures à notre continuum temporel et nous permettent d'accréditer la thèse d'un autre monde et de mieux regarder le nôtre. Et ce déplacement, il sert vraiment à dénoncer de bien l'état des choses et à y répondre par la création de toutes pièces d'un certain nombre de concepts, d'objets, d'idées, de projets. Et tout ça, ça bouleverse la manière conventionnelle de penser le design sous le seul éclairage moderniste qui a encore la vie dure aujourd'hui, avec une fonctionnalité souveraine, même si le plus courant y répond à ça. Ça permet de voir qu'au-delà d'un espace de production de biens utiles à vendre, le designer n'est pas seulement un prestataire de services, aussi ingénieux soit-il, même s'il est avéré que le design se déploie de la tasse à café aux avions ou des réfrigérateurs aux ordinateurs. Ce versant du design que j'ai essayé de vous présenter à la fin, présent dès les prémices de la discipline, est souvent oublié, invisibilisé, minimisé, et pourtant il existe, il est bien et bel et bien là, ce serait mieux. La fiction constitue en fait le fil rouge du design, elle est synonyme d'engagement, de contestation, de contre-proposition, d'utopie, de rêve, de joie, d'humour, mais aussi d'échecs, comme ce poulet froid. J'ai un peu parlé de tout ça, donc je ne vais pas y revenir. Je vais peut-être m'arrêter sur cette citation de Dune Rabi dans un interview que j'avais fait pour une exposition qui s'appelait Tomorrow Now, dans lequel Tony, mais en porte-voix du duo, disait « Je trouve le monde de l'art bien peu excitant et par trop pragmatique aujourd'hui, et plus particulièrement dans la manière qu'il a de cataloguer et de s'accaparer d'autres champs. Le fait d'être artiste ou designer modifie le terrain économique et les structures organisationnelles sur lesquelles vous opérez. Je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale entre les deux, mais je pense que le design pourrait supplanter l'art pour tout ce qui concerne le quotidien. En ce sens, dans le désir de la société d'intégrer une existence tout en signification, l'art est un échec. Je vais me faire des ennemis. C'est la raison pour laquelle, et quand bien même cela irrite quantité de gens, nous n'arrêtons pas, il parle au nom du duo, d'insister sur le fait que ce que nous faisons est du design, rien que du design, et seulement du design. La fiction et le design formulent ensemble des antidotes aux idées dominantes. Ils n'apportent ni réponse ni solution. Ils constituent un refuge précieux pour la réflexion. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail sur cette pièce du studio Figueur-Feugleux, Keep It Flat, qui a été présentée et qui maintenant fait partie de la collection du MUDAC, qui s'empare d'un dispositif narratif avec un train qui parcourt la même surface d'un disque et qui fait référence à 10% de la population qui pense que la Terre est plate et qu'elle tourne sur son axe, et qui, évidemment, rejouait l'idée du circuit fermé du disque monde, mais qui aussi soulevait des questions sur notre rapport aux croyances et aux manipulations par l'image et les objets. Pardonnez-moi d'aller si vite, surtout que Emma, elle doit être là, cachée quelque part, Emma Flieger du studio, et que c'est un très beau travail, mais j'ai déjà amplement débordé mon temps de présentation. Et donc pour la fin, tout simplement, je dirais que si une métaphore pouvait faire l'affaire pour définir le design, je choisirais sans hésiter la créature qui ne peut s'exprimer par elle-même et qui pourtant est occupée par un bavardage incessant, la poupée du ventriloque. Par-delà la métaphore, je postule que la parole fictionnelle, véhiculée par un objet, un meuble, un mannequin, un MacGuffin, un film, est essentielle. Plus précisément, je postule que la fiction donne la parole au designer et accepte de cesser de définir le design pour en accepter la nature protéiforme, impossible à cataloguer, échappant à toute définition par essence. Moi, je dis non, ça ne me paraît pas possible. Mais que cette question, en fait, de pouvoir apprécier enfin comment chaque designer, chaque designeuse parle, prend la parole, trouve une manière de s'exprimer à travers ses œuvres et une fois entrelacé avec la fiction, comment tout cela
peut devenir un instrument de critique valide et puissant qui aborde, confronte et affronte des questions essentielles liées à l'existence, au collectif, au politique. Et pour tout ça, je tiens à dire qu'au-delà du département dans lequel j'enseigne avec mes émérites collègues, dans lequel nous défendons très fermement ces questions-là, nous sommes ravis de voir qu'il y a une terre d'accueil au MUDAC qui se pose des questions de cette nature-là, ce qui est rare et très précieux. Je vous remercie. Une petite fondue. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci beaucoup, Alexandra. C'est du pain béni, tout ce que tu dis. C'était long, c'était intense. La semaine prochaine sera plus court. Hein. Je voulais poser un peu. Pardon. Juste une petite question. En fait, vu l'intermédialité, le designer a le droit de faire ce qu'il veut. Et donc, est-ce que le designer s'autoproclame designer? Je peux vraiment répondre à ça parce que... alors, j'ai l'air de tailler un costard à l'art contemporain. Je viens de l'art contemporain, hein, donc... et j'aime papa et maman. En fait, je pense qu'on peut s'inspirer justement de cette question-là. La grande question, finalement, au-delà des champs disciplinaires, de savoir est-ce qu'on est designer ou artiste, et de démanteler entièrement les catégories comme j'ai essayé de le faire, c'est de se dire est-ce qu'on est un bon designer ou un bon artiste. Donc moi, je pense que l'autoproclamation, elle est fondamentale. Absolument. Je pense que la différence, vous en conviendrez, c'est que si vous allez voir, je ne sais pas moi, votre médecin, et qu'il s'autoproclame médecin et qu'il a fait des études de charcuterie, vous devriez vraiment vous méfier. La responsabilité et l'erreur, la marge d'erreur qui peut être produite parce que quelqu'un s'autoproclame artiste ou designer, elle est quand même plus limitée. Hein, on est d'accord, le risque est moins grand. Donc je pense que fondamentalement, ce n'est pas tant les études, si ce n'est que les études servent à faire des expérimentations, à recueillir, à gagner du temps en fait. La question, et c'est pour ça que dans le champ de l'art, il y a énormément d'artistes autoproclamés. Parfois on les classe dans l'art brut, mais parfois pas. Le Corbusier, dans l'architecture, il n'a jamais eu de diplôme d'architecte, hein, on est d'accord. Donc je pense que l'autoproclamation, elle est vraiment le point totalement ouvert, libre à revendiquer dans le champ du design. Ce n'est pas une obligation, mais c'est très important de garder ça en tête et c'est très rare que ce soit fait. Moi, je connais beaucoup plus des designers qui ont été formés en tant que tels et qui sont allés plutôt dans le graphisme ou dans l'art. Je donnerai des noms la prochaine fois. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est l'heure de manger, non? Mais je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu, vraiment.